toutes et à tous. Écoutez, bienvenue à cette web conférence. On est bien sûr très heureux de vous accueillir à ce webinaire pour notre sujet du jour, en l'occurrence comment préparer au mieux la session d'entreprise. Donc, comme son sujet l'indique, on va s'adresser principalement aux cédants ou peut-être futurs cédants que vous êtes. On va aussi s'adresser aux repreneurs. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous qui se sont identifiés sont des repreneurs potentiels. C'est intéressant d'ailleurs qu'on ait aussi des repreneurs pour parler de la session. Hein. C'est toujours bien de se mettre à la place en quelque sorte je dirais, du cédant pour mieux comprendre ses motivations et aussi pour mieux négocier demain. Voilà, donc quelques précisions avant de rentrer dans le vif du sujet. Concernant le contenu de ce qui vous est proposé pendant l'heure qu'on va passer ensemble, une heure c'est relativement court, hein, donc on va pas pouvoir évoquer bien évidemment, je dirais, tous les sujets, on va essayer de le faire au maximum. Bon, par contre, on n'évoquera pas, et je le regrette, mais c'était difficile sur les trois quarts d'heure impartis, on n'évoquera pas les aspects relatifs au patrimoine, on n'évoquera pas non plus la session familiale, notamment ce qu'on appelle la session à titre gratuit, parce que ça nous enverrait effectivement beaucoup trop loin, et c'est vraiment là du cas par cas, donc c'est difficile à appréhender hein, sous la forme qu'on vous propose ce matin. Alors, on va effleurer, je dirais, le sujet de la fiscalité, parce que c'est un sujet qui fait partie intégrante de la session. C'est difficile et impossible de ne pas l'évoquer, mais nous ne ferons malheureusement que l'effleurer. Alors, juste deux précisions supplémentaires. Les intervenants, donc en l'occurrence en ce qui me concerne, je suis Yves Lemercier, je suis conseiller et transmission à la CCI du Morbihan, voilà, vous avez mon nom juste en face de vous, et je suis accompagné de Yannick Louis, voilà, qui Bonjour à tous. voilà, merci Yannick, qui va s'occuper effectivement des chats. Donc, si vous souhaitez effectivement interagir, vous n'avez pas la possibilité donc, de prendre la parole, mais si vous souhaitez interagir sur cette conférence, et notamment si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à le faire, bien évidemment. Voilà, c'est Yannick qui se chargera effectivement d'apporter quelques éléments de réponse, peut-être au fil de l'eau, et sinon on prendra un petit quart d'heure à la fin, hein, bien évidemment, pour retenir quelques questions et pour y répondre, en supposant que je sois en capacité de pouvoir le faire. Hein, en tout cas, je m'essaierai bien évidemment à l'exercice. Voilà, et puis dernière précision, merci de couper votre haut-parleur en haut à gauche, sinon ça risque d'être assez rapidement et malheureusement cacophonique. Alors, voilà un petit peu le déroulé de l'heure qu'on va passer ensemble. On va évoquer la question du marché, bien évidemment, du marché de la session reprise. On va pas y passer beaucoup de temps, hein, mais voilà, juste pour essayer de comprendre un petit peu le terrain hein, sur lequel vous allez évoluer demain si vous préparez à la session d'entreprise. On va parler aussi de préparation, les quelques questions essentielles, notamment il y a des questions professionnelles et des questions aussi personnelles, aussi bizarres que cela puisse paraître. Je dirais que j'ai pu observer moi dans mes interventions auprès de cédants que je dirais certains avaient parfois je dirais tendance à sauter un peu à pieds joints sur les questions, je dirais les questions préalables, et pourtant c'est des questions essentielles qui détermineront la suite de votre parcours. On va rentrer un peu dans le cœur du réacteur, le sujet principal de ce qui nous anime ce matin, c'est les différentes étapes de la session d'entreprise. Voilà, hein, et on le définira en cinq sous-ensembles. On parlera enfin des éléments de négociation entre cédants et repreneurs, et on évoquera ce qu'on appelle les éléments de procédure. Donc on prendra un tout petit peu de temps pour parler de compromis de vente par exemple, vous en avez certainement entendu parler, d'actes de cession, de protocole de cession et de garantie de passif. Et on finira juste pour vous préciser je dirais l'accompagnement que propose la Chambre en matière de cession d'entreprise pour l'essentiel. Voilà. Donc le marché de la transmission, alors il n'y a pas, je dirais, un marché homogène qui fonctionne de manière un peu unique. On a tendance, les intervenants aujourd'hui sur ce marché-là ont tendance à considérer qu'il y a deux marchés qui fonctionnent de manière très différente. Alors, ce qu'on pourrait appeler le marché du
B2B, où le marché, effectivement, ça concerne principalement les activités à caractère commercial. Donc c'est un marché qui est apparent, c'est un marché qu'on arrive assez facilement à appréhender. Et aujourd'hui, quand même, l'élément déterminant sur ce marché-là, c'est qu'on a une offre qui est quand même assez abondante. Il suffit d'aller voir sur n'importe quel site internet. Vous verrez qu'effectivement, aujourd'hui, si vous êtes repreneur sur ce marché-là, bah, vous avez, je dirais, si j'ose dire, un peu l'embarras du choix. Donc, on a une offre qui est supérieure à la demande, c'est-à-dire qu'on a effectivement aujourd'hui beaucoup d'entreprises à reprendre. Et bon, je dirais des repreneurs d'entreprises qui, bien évidemment, sont aussi importants, mais je dirais pas à proportion, je dirais, de l'importance de l'offre sur ce marché-là. Donc un marché légèrement déséquilibré qui fait malheureusement au détriment un peu des cédants que vous êtes. Et là, on voit effectivement que les prix aujourd'hui sont plutôt, même si le marché est plutôt bon aujourd'hui depuis un an, que les marchés, le prix reste plutôt à la baisse. Voilà, parce qu'effectivement, on a un peu moins de demandeurs. Le marché de la PME, bah, en l'occurrence, effectivement, vous oubliez tout ce que je viens de vous dire. Le marché est extrêmement différent. Donc d'abord, on ne parle pas de marché apparent, on parle de marché, je dirais, de marché caché, voire de marché parfois souterrain, où là, il y a véritablement une exigence de confidentialité, souvent imposée par les dirigeants, je dirais, par des dirigeants d'entreprise qui ne veulent absolument pas faire savoir que leur entreprise est à vendre, ce qui est parfois un exercice un petit peu, un exercice d'équilibriste. À un moment donné, quand l'entreprise est à vendre, il faut bien effectivement le faire savoir, mais bon, il y a toujours le risque à un moment donné, effectivement, que l'information se chasse, et se développe et que ce qui effectivement peut poser problème, notamment pour le personnel de l'entreprise. Voilà, donc on y reviendra bien évidemment. Donc un marché caché souterrain. Ici, on a une demande qui est très supérieure à l'offre, donc on a effectivement beaucoup de repreneurs qui sont positionnés sur ce marché-là, et une offre qui, malheureusement, n'est pas très importante, aussi bizarre que cela puisse paraître. Il y a parfois effectivement un étonnement, notamment de la part des repreneurs, un nouveau venu sur ce marché-là. On entend dire parfois, effectivement, compte tenu du phénomène de vieillissement, qu'il y a beaucoup d'entreprises à reprendre. Alors c'est vrai, mais si vous enlevez toutes celles qui ne sont pas à reprendre, voilà, si vous enlevez toutes seules dont je dirais le prix est un peu hors de proportion, toutes les entreprises aujourd'hui qui ferment parce que malheureusement plus en phase avec leur marché ou rencontrant effectivement des difficultés, si vous enlevez toutes les entreprises qui sont reprises en interne ou reprises effectivement dans un cadre familial, on s'aperçoit qu'au bout du compte, je dirais le volume d'entreprises n'est pas si important que ça et on a parfois du mal à mettre, je dirais, une offre en face des demandeurs. Et enfin, un marché qui est très intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tout cas dans le Morbihan, mais globalement en Bretagne, on s'aperçoit que sur le marché de l'industrie, sur le marché des PME, c'est un marché très intermédiaire parce que, je dirais en général, les cédants souhaitent, à juste titre d'ailleurs, utiliser un paravent, on va dire ça comme ça, et s'appuyer sur des consultants, s'appuyer sur des agences ou s'appuyer sur des cabinets intermédiaires, je dirais, pour là aussi rester un peu caché. Voilà. Quelques éléments complémentaires sur la réalité du marché 2018, des choses que bon, on a pu nous observer depuis maintenant, depuis quelques mois. Bon, mais qui ne sont pas forcément des choses, je dirais, nouvelles. On a beaucoup de repreneurs, je vous le disais tout à l'heure, en matière de PME, avec des profils parfois de gestionnaires dominants. Et ce qui pose problème, notamment pour des petites entreprises en PME, je pense dans le domaine de la construction, où effectivement, je dirais, bon, pour tenir l'entreprise, il vaut mieux avoir un profil, je dirais un profil technique. Je pense par exemple une entreprise de maçonnerie, de 3 ou 4 personnes. Bon, le bon profil du repreneur, c'est plutôt un profil technique, voilà, avec des compétences en maçonnerie. Bon, ça, ce sont des profils assez difficiles à trouver chez des repreneurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est vrai qu'on est plutôt sur des profils de gestionnaires, donc avec des profils dominants de managers, parfois de cadres. Voilà, donc avec un chiffre quand même, il est éloquent, je trouve, de la situation du marché en matière de PME, c'est qu'on a 5 à 7 repreneurs pour une cible. Donc voilà, on voit bien qu'effectivement, on a aujourd'hui une demande qui est assez importante et assez peu, avec une difficulté à mettre une offre en face. Certains vont même parler de concurrence d'ailleurs entre les repreneurs. Alors,
On observe quand même, hein, ça c'est une constante, c'est pas une nouveauté, mais ça s'est exacerbé, je dirais, avec la crise récente. Et aujourd'hui, on en est sorti et c'est tant mieux. Recherche souvent concentrée sur des entreprises avec une rentabilité substantielle, besoin de cash flow pour rembourser la dette. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les repreneurs s'intéressent principalement, enfin, recherchent principalement des entreprises en bonne santé financière, ce qui bien évidemment n'étonnera, je dirais, n'étonnera personne. Alors qu'est-ce que c'est qu'une entreprise en bonne santé financière? Bon, il n'y a pas de réponse toute faite, mais c'est, je dirais, une entreprise dont le chiffre d'affaires progresse. C'est une entreprise dont la rentabilité est bonne, dont le résultat est positif, par exemple, hein, et parfois largement, avec une certaine profitabilité, on va dire ça comme ça à ce stade. Voilà. Et dernière chose, un intérêt souvent grandissant aussi des repreneurs pour les entreprises qui sont positionnées sur un marché dynamique lié à l'environnement, l'énergie renouvelable et un peu moins sur les secteurs dits traditionnels. Voilà, dans le secteur de la construction, du BTP, voilà, les entreprises présentent encore bien évidemment beaucoup d'attrait pour des repreneurs, mais voilà, avec effectivement, je dirais, des entreprises positionnées sur des marchés liés à l'environnement, aux énergies renouvelables et autres sujets. Voilà, pour notre première étape, on avait une question sous forme d'un petit sondage qu'on souhaitait effectivement vous poser. Yannick, est-ce qu'on peut faire apparaître le sondage? Ce serait intéressant de le faire apparaître maintenant, sauf si on a un petit souci technique. Bon, j'ai l'impression qu'on n'y aura pas le droit. Bon, bah écoutez, on va s'en passer. Alors, donc premier temps, c'était de vous donner quelques éléments d'éclairage sur le marché. Le voilà, le questionnaire, hein, il faut faire avec la technique, excusez-nous. Bon, mais tout vient à point, hein, selon le proverbe. Donc, combien y a-t-il de sessions dans le Morbihan? Grande question. Voilà, est-ce qu'on est, on est plutôt dans un département, je dirais, dynamique au niveau économique. Donc, est-ce qu'on est à moins de 600? Est-ce qu'on est à plus de 600? Ou bon, voilà, ou ne sait pas, hein, drôle de réponse. Voilà, un petit peu, je vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc le nombre de sessions dans le Morbihan, alors pour tout vous dire, la bonne réponse c'est ne sait pas, figurez-vous, parce que c'est un marché aujourd'hui qu'on connaît très très mal. Malgré tout ce qu'on peut entendre, on entend parfois parler beaucoup de chiffres, hein, parfois plus farfelus les uns que les autres en matière de cession d'entreprise. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui sur ce marché-là, c'est qu'en matière de fonds de commerce, il y a eu en 2017 il y a eu 571 précisément, un peu moins de 600 sessions de fonds de commerce. On arrive précisément à les mesurer. On le connaît très très bien. C'est plutôt à la baisse d'ailleurs, plutôt une baisse de 10% à peu près tous les ans. On arrive à le mesurer parce qu'on le contrôle, nous, à travers les inscriptions au registre du commerce et des sociétés. Donc voilà, un peu moins de 600 reprises de fonds de commerce. Par contre, il y a deux façons effectivement de reprendre une entreprise en France. Donc la première, on l'évoquera bien évidemment tout à l'heure. La première, c'est soit céder un fonds de commerce, soit éventuellement céder des titres. Or, sur la cession de titres, on ne sait pas quand c'est une simple modification d'actionnariat ou quand c'est vraiment véritablement une cession d'entreprise. Donc, on ne sait pas mesurer précisément le nombre de cessions de titres dans le Morbihan. Alors, on l'estime, bon, mais ce ne sont que des estimations à peu près à 150, ce qui nous amènerait à un chiffre à un peu moins de 700. Mais effectivement, c'est toute la difficulté sur ce marché-là. C'est un marché globalement assez peu connu. On connaît bien donc les cessions de fonds de commerce, mais on ne sait pas précisément mesurer et calibrer le nombre d'opérations de cession de titres. Voilà. Deuxième chose, deuxième point de notre déroulé, c'est comment, comment se préparer au mieux. Donc, on vous a mis ici quelques questions. Alors, il y a des questions d'ordre personnel, bien évidemment. Suis-je prêt à vendre et ai-je un autre projet professionnel? Alors, ça peut vous sembler des questions assez anodines,
Mais c'est toujours intéressant quand on est cédant de se poser effectivement ces questions-là, parce que les opérations de cession, d'abord, c'est des opérations techniques, on comprend bien. Hein, il y a un cadre financier, un cadre juridique, et un cadre économique, mais il y a aussi un cadre personnel et un cadre psychologique, et ça, on le mesure bien, notamment chez les cédants, qui sont, je dirais, les créateurs de l'entreprise, hein, qui ont exploité l'entreprise pendant 20 ans, 30 ans. Eh ben, écoutez, le fait de vendre, c'est jamais très simple. Il y a parfois la peur du vide, et donc il faut s'y préparer psychologiquement. De la même façon, je dirais qu'il y a bien évidemment aussi une dimension affective importante entre le dirigeant et l'entreprise, et on le retrouve parfois dans l'approche qu'on a du prix, hein, où le cédant, on y reviendra, on parlera un tout petit peu du prix tout à l'heure, hein, où je dirais il y a une telle dimension et un tel affect que je dirais ça se retrouve dans le prix, et parfois le dirigeant a tendance un peu à surestimer, on va dire ça comme ça, le prix de son entreprise, et c'est bien normal. Hein, vendre son entreprise, c'est parfois aussi, pas pour tout le monde, mais parfois c'est vendre aussi, enfin, c'est aussi un peu comme son propre bébé. Voilà. Et ai-je un autre projet professionnel? Là aussi, c'est une question importante, notamment pour des personnes qui vendent pour d'autres raisons que la retraite. Et on s'aperçoit qu'il peut y avoir tout un tas de raisons, hein, de vendre et pas simplement la retraite. On s'aperçoit d'ailleurs que la retraite, c'est de moins en moins le cas. Hein. On peut vendre pour tout un tas d'autres raisons, parce qu'on a l'envie de faire autre chose, parce que voilà, on a d'autres projets professionnels. Donc, ça fait partie des questions que moi je pose quand je rencontre un cédant potentiel ou qui me dit qu'il veut vendre, c'est est-ce que vous avez des projets professionnels? Et quand le projet n'est pas clairement défini, eh ben, hein, c'est que le projet de cession n'est pas encore suffisamment mûri, en tout cas psychologiquement, hein, dans l'esprit du dirigeant. Donc pensez-y. Des questions bien évidemment plus professionnelles, et ça coule de source si j'ose dire, c'est qu'est-ce que je peux faire pour optimiser la session, quelles sont les actions que je peux mettre en œuvre pour hein, faciliter l'opération de session et optimiser bien évidemment la session. Hein, suis-je indispensable? J'aurai l'occasion de vous redire tout à l'heure que plus l'entreprise peut fonctionner de manière autonome, indépendamment de son dirigeant, et plus, en théorie, la valeur de l'entreprise est importante. Voilà. À qui je peux céder? Est-ce que je peux céder à mon entourage, peut-être quelqu'un de l'entreprise, un salarié auquel je ne pense pas forcément naturellement, mais peut-être dans votre entourage proche, familial, hein, et en interne, il y a peut-être effectivement des opportunités et des possibilités de pouvoir le faire. Quelle est la valeur objective de mon entreprise? C'est une question importante, on le comprend aisément, hein, c'est souvent d'ailleurs la question sur laquelle se rue, hein, je suis tenté de dire un petit peu tout le monde. On évoquera effectivement la question du prix, et je suis aussi tenté de dire la question épineuse parfois, parfois du prix, hein, parce que je dirais s'il y a aussi un certain nombre d'entreprises qui ne se vendent pas, c'est aussi précisément hein, parce qu'elles sont trop chères. Voilà, des questions d'ordre patrimonial. On voit le sujet hein, qu'on n'évoquera pas trop. Merci de m'en excuser. Bon, c'est comment optimiser fiscalement la cession. Bon, la question fiscale est très importante et même déterminante, notamment entre le choix de cession de fonds de commerce ou le choix de cession de titres. C'est souvent effectivement le cédant qui décide hein, de la forme de la cession, et c'est souvent motivé pour des raisons fiscales. Bon, mais là, ça nous enverra effectivement trop loin, mais on l'évoquera tout à l'heure. Et quel type de revenu demain, bien évidemment. Voilà. Donc la clé, c'est effectivement de se préparer et bien évidemment d'être accompagné sur le sujet. Surtout ne pas rester tout seul. Alors, quelques exemples à mettre en place en matière de cession. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est pour donner quelques exemples et nourrir aussi votre réflexion. D'abord, désigner un bras droit. Hein, c'est la notion en langage un peu savant, intuitu, personae. Hein, donc, plus l'entreprise est importante, plus elle peut fonctionner indépendamment de son dirigeant, plus elle a de la valeur. Donc, préparez votre sortie. Préparer votre sortie, c'est de faire en sorte que votre entreprise soit autonome. Donc, c'est préparer votre bras droit. Donc, organiser déjà le transfert vers effectivement votre bras droit ou vers effectivement le personnel. Hein, et ça, c'est quelque chose qui rassure énormément les repreneurs. Et plus l'information est concentrée, plus l'information est centrée sur le dirigeant, et plus l'entreprise est difficile à vendre.
Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'entreprises et beaucoup de petites entreprises, tout est centré, bien évidemment, sur le cédant, sur le dirigeant. Donc, comment estimer la valeur à partir du moment quand le dirigeant s'en va, c'est très très difficile à faire. Donc voilà, donc pensez à votre sortie, organisez le transfert de savoir-faire. Écrire certaines procédures, si c'est possible. Alors, je sais bien que dans des petites entreprises, si j'ai 2 ou 1 ou 0 salariés, c'est assez compliqué à faire. Ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, effectivement, entre 5 et 10 personnes, ça peut commencer à avoir du sens. Organiser la polyvalence du personnel, ça aussi, c'est une chose voilà, qui est très, très importante. D'organiser effectivement des binômes. Si demain la personne qui fait les devis ou voilà, organise le commercial de l'entreprise, si elle décide de partir suite à la session, est-ce que quelqu'un peut le remplacer? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un binôme possible en tout cas? Enfin, c'est l'objectif vers lequel il faut aller. Je sais bien que parfois la réalité n'est pas toujours aussi simple, mais c'est absolument essentiel. Former les salariés, plus j'ai du personnel salarié, mieux c'est bien évidemment. Si mon personnel n'a pas été formé depuis 10 ans, ça peut quand même interroger un certain nombre de repreneurs. Sortir les murs de la structure, c'est des choses qu'on voit parfois. Bon, notamment quand les murs sont logés dans la structure d'exploitation, c'est difficile. Bon, là, effectivement, notamment sur des opérations de cession de titre, parce que du coup, il faut acheter et l'exploitation et les murs, ce qui renchérit le prix, ce qui peut poser effectivement des problèmes. Donc, la logique, en tout cas, c'est ce qui est recommandé par un certain nombre de consultants, quand c'est encore possible, c'est de sortir effectivement les murs de la structure d'exploitation, mais de sortir les murs, c'est pas sans impact, c'est relativement compliqué. Il y a bien évidemment un impact fiscal, et ça se prépare. Et ça se prépare parfois plusieurs années à l'avance, d'où la nécessité de se préparer. Continuer à investir, idéalement. Alors, je sais bien que tout ça, c'est un peu de la théorie. Quand on est proche de l'âge de la retraite, on a tendance un peu à baisser les bras ou de se mettre un petit peu en roue libre, entre guillemets. Bon, idéalement, il faut penser aussi à renouveler l'investissement. Sinon, le repreneur va se retrouver avec des investissements à programmer au-delà de l'achat, des problématiques de renouvellement d'investissement, et donc posera bien sûr la question effectivement du financement à venir dans 2 ans, dans 3 ans. Toiletter les contacts et le fichier, voilà, c'est le fichier client et la qualité du fichier client. Plus le fichier client est qualifié, mis à jour, et plus l'entreprise a bien évidemment, je dirais, de la valeur et sera facile à vendre. Mettre aux normes, aussi, il faut bien évidemment, tous les métiers ont aussi des contraintes fortes en matière d'environnement, peut-être en matière sanitaire. Donc c'est impératif que d'être à jour vis-à-vis effectivement des normes en la matière. Voilà quelques exemples. Donc le maître mot de tout cela, c'est ne pas rester seul et de s'entourer, parce que céder une entreprise, c'est pas quelque chose d'anodin, parce que vous le ferez probablement, sauf si vous êtes un expert en la matière et voilà, et un repreneur, un vrai cédant et repreneur en herbe, mais en général, bon, ça n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un dirigeant. Bon, c'est aussi de prendre constat. Alors, c'est la préparation, on le disait tout à l'heure, sur les actions à mettre en place, la préparation psychologique. Quelles sont les actions à mettre en œuvre? Quelle est la bonne approche méthodologique? C'est-à-dire un peu les questions qu'on vient de se poser. Bon, on est, et la préparation peut se faire. On est, je suis tenté de dire, à la chambre de commerce, je dirais les bons interlocuteurs pour vous accompagner sur ce sujet-là. La question de l'évaluation, qui n'est donc pas anodine, qui est importante. Il y a effectivement un certain nombre de techniques, en matière d'évaluation. Il ne faut pas les sous-estimer. Donc en général, la logique, c'est de faire intervenir des conseillers, ses propres conseillers, bien évidemment, c'est son expert comptable, ou pourquoi pas des cabinets de transmission. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de consultants spécialisés sur le sujet de la transmission d'entreprise. Dans le métier, c'est aussi faire de l'évaluation et de faire de la négociation. Donc, ils connaissent à la fois, ils savent évaluer le juste prix de l'entreprise, à la fois comptable et son prix de marché. Voilà. Les éléments de procédure, on l'évoquera tout à l'heure, notamment de procédure juridique. Bon, dans le cadre de la négociation,
quand on négocie des garanties d'actifs, des garanties de passifs, voilà, des protocoles de cession, quand il faut piloter des audits en fonction de la taille et de l'importance de l'entreprise. Bon, en général, bien évidemment, on est entouré de son équipe de conseil, donc experts comptables et avocats et notaires. Hein, s'il y a une dimension, notamment s'il y a une dimension patrimoniale ou familiale. Voilà. Donc très important. Alors la question effectivement du coût, hein, bien évidemment, des consultants. Alors ils ont tous, c'est toujours difficile. On nous pose parfois la question, ouais, c'est gentil, mais tout ça, combien ça coûte? Bon, je serais ravi de pouvoir vous donner une réponse toute faite sur le sujet. Ce serait plus simple. C'est malheureusement enfin malheureusement, en tout cas, c'est pas aussi simple. Tout dépend parce qu'il y a des pratiques effectivement différentes. Ce qu'il faut vous dire, c'est que de toute façon, il faut intégrer toujours, qu'on soit repreneur ou cédant, il faut toujours intégrer un coût, je dirais un coût de conseil. Donc ça peut être fixe au succès. Certains intervenants travaillent sur la base de l'aide de l'aide de mission, soit sur un coût au forfait, soit parfois au succès, hein, ce qui est effectivement une bonne, je trouve, moi personnellement, une bonne solution. Voilà ce que je peux effectivement aujourd'hui vous dire sur le sujet. Bon, tout état de cause, si vous êtes hein, si vous êtes cédant, bon, je dirais la phase de préparation, hein, elle est quasi gratuite. L'évaluation, bon, hein, moi je dirais que hein, si c'est un travail fait par l'expert comptable, ça vient au-delà, bien évidemment, des honoraires comptables. Hein, il faut compter entre 1000 et 2000 euros. Après, ça peut être effectivement beaucoup plus élevé en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction effectivement des investigations hein, qu'il faut effectivement réaliser. Voilà, il y a en général dans toutes les opérations de cession, notamment pour des opérations de cession de titres, il y a ce qu'on appelle des garanties d'actifs et des garanties de passifs. Donc là aussi, il y a effectivement des frais d'avocat hein, qu'il faut prévoir, qui peuvent représenter quelques milliers d'euros quand même. Voilà. Après, il y a effectivement, on le disait tout à l'heure, des cabinets intermédiaires qui, eux, effectivement, alors tout dépend. Il y a des pratiques extrêmement différentes, je peux vous dire, sur le sujet. Bon, hein, parfois la commission est payée directement par le vendeur, parfois elle est payée par l'acheteur, plus souvent par l'acheteur. En matière de commerce d'ailleurs, hein, c'est souvent effectivement l'acheteur, le repreneur, qui finance les frais hein, enfin non pas les frais de conseil, mais les frais, ce qu'on appelle les frais de négociation, hein, qui en général, bon, sont entre 5 et bon, bah, je caricature peut-être, hein, certains qui m'écoutent vont peut-être effectivement lever les bras au ciel, mais remarquez, hein, je ne les vois pas, je suis de l'autre côté de la caméra, mais c'est aussi pour effectivement donner quelques éléments d'éclairage quand même. Hein, je dirais qu'entre 6 et 12%, voilà, à peu près ce qu'on peut observer d'une façon générale, mais prenez cet élément-là avec beaucoup de circonspection. Voilà, les étapes de la session, donc voilà un peu le déroulé que je vous propose. On va parler du plan de session, on va faire la différence entre céder un fonds de commerce et céder des titres. Diagnostiquer l'entreprise avant de poser la question de savoir quelle est la valeur de l'entreprise, notamment sa valeur comptable, hein, avant de se ruer sur le bilan et le compte de résultat, on va quand même effectivement regarder la qualité, je dirais la qualité de l'entreprise, qui suppose de porter un regard introspectif, si j'ose dire, un regard économique sur l'entreprise. L'évaluation en tant que telle, on en dira deux mots. Le dossier de présentation, aussi, qui est un dossier qui est très important, qui est un peu voilà, le document qui lie le repreneur et le cédant, hein, et qui permet de faciliter effectivement les choses. Voilà. Et puis, avant même d'engager la négociation, c'est comment rechercher et qui peut vous aider hein, dans la recherche d'un repreneur. Alors, définir le plan de cession. Deux façons de vendre une entreprise, c'était très très important que vous fassiez effectivement la différence. La première, c'est soit céder le fonds de commerce ou soit céder effectivement la société. Alors, on a représenté ici, bon, sans être forcément des personnages, on n'est pas éclairé, je dirais, on n'est pas expert comptable, hein, mais et ne vous l'êtes peut-être pas non plus. Voilà, simplement effectivement de vous donner quelques éléments sur le sujet. Donc ici, j'ai représenté ce qu'on appelle un bilan, je dirais un bilan d'entreprise, tout simplement, avec une colonne à gauche avec un actif et une colonne à droite un passif.
Si je vends le fonds de commerce, qui est la façon effectivement je vais dire la plus usuelle quand même, hein, je parlais de presque 600 entreprises vendues, c'est en 90% des cas, notamment en matière de commerce, ce sont des opérations de cession de fonds de commerce. Donc on ne vend qu'une partie de l'actif. Une partie de l'actif qui est en haut à gauche et qu'on appelle les éléments incorporels et corporels, c'est-à-dire en fait principalement, c'est le nom commercial, c'est la clientèle et c'est surtout le matériel. Voilà. Qu'on vend. Donc le reste n'est pas racheté par le repreneur. Donc la trésorerie, les capitaux, les dettes en cours, sont pas repris par le repreneur. Donc c'est la forme effectivement la plus simple de reprendre une entreprise. Alors les stocks en général ne font pas partie effectivement de la valeur affichée du fonds de commerce. Les stocks sont toujours je dirais négociés à part et sur la base d'un inventaire, ce qu'on appelle un inventaire contradictoire entre les deux parties prenantes, c'est-à-dire acheteur et vendeur. Voilà. Donc vendre un fonds de commerce, c'est une opération somme toute assez simple où on vend, je dirais, une partie de l'actif, c'est-à-dire en fait une partie de l'outil de travail. L'autre option possible en termes de périmètre de cession, notamment si j'exploite une société, c'est de vendre soit le fonds de commerce. J'ai la possibilité de vendre le fonds de commerce, bien évidemment, mais j'ai aussi la possibilité de vendre les titres, c'est-à-dire en fait de vendre l'ensemble de la structure. Donc je vends et le fonds de commerce, c'est-à-dire l'outil de travail, et tous les éléments constitutifs, on va dire, du patrimoine de l'entreprise. Donc on y retrouve les créances. On cède aussi la trésorerie et tous les capitaux, notamment les dettes de l'entreprise, sont reprises effectivement par le repreneur. Donc là, ce sont des formes un peu plus compliquées en matière de cession d'entreprise, mais c'est aussi effectivement des formes courantes. On l'observe notamment, je dirais, pour des entreprises peut-être un peu plus importantes, pour des entreprises en général sur lesquelles on a de l'effectif. Bon, et quand on est effectivement au-dessus d'un certain niveau de valorisation, moi j'ai pu observer quand même que c'était plus souvent des opérations de cession de titres que des opérations de fonds de commerce. Voilà. Donc la première question à se poser, c'est à mon niveau, je suis cédant, quel est véritablement mon intérêt? Est-ce que je dois vendre le fonds de commerce ou est-ce que je dois vendre effectivement les titres? Vous avez effectivement ici les implications, les conséquences des deux options. Euh, Soit donc le fonds, je reprends un outil de travail, je négocie les stocks à part, je dois créer une société, en général une société commerciale qui va donc racheter le fonds de commerce. Voilà, donc si je suis cédant, si j'ai une société commerciale, c'est ma société commerciale qui va donc effectivement céder le fonds de commerce et moi je fais mon affaire en quelque sorte de la dissolution de la SARL. Besoin de reconstituer en plus la trésorerie et le fonds de roulement. Donc c'est-à-dire que si je suis repreneur, je vais racheter le fonds, bien évidemment, mais il va falloir aussi que peut-être que je recapitalise, pourquoi pas l'entreprise. Et souvent plus simple. Sur des opérations de titres un peu plus compliquées, je reprends la trésorerie, je reprends aussi les dettes, je reprends toute la gestion du cédant, bien évidemment. Il faut négocier ce qu'on appelle une garantie de passif. Donc on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait que si moi je suis cédant, je garantis véritablement la valeur du passif et la valeur de l'actif, bien sûr. Voilà. Et puis il y a une continuité d'exploitation entre les deux. C'est-à-dire que si je vends les titres, il y a véritablement ma société va continuer de vivre. Il va simplement y avoir une cession de titres, donc, mais rien de plus. On parle à ce moment-là de continuité d'exploitation. Je reprends bien évidemment le carnet de commandes aussi. Et puis souvent création d'une holding pour les repreneurs qui sont des techniques, je dirais bien connues par les repreneurs. Alors, l'impact fiscal, juste deux mots sur le sujet. Donc la plus-value, ce qu'on appelle la plus-value de cession, c'est-à-dire que quand je vends une entreprise, je suis imposé effectivement de la plus-value. Voilà, donc ça c'est un élément effectivement qui est très important, c'est une préoccupation majeure, et c'est peut-être votre préoccupation, c'est-à-dire quand je vends ma société, combien est-ce que je vais payer d'impôts, pour dire la chose très clairement. Donc voilà, si vous êtes personne physique, si vous vendez un fonds de commerce, aujourd'hui et depuis 2018, la plus-value est de 33%, c'est beaucoup. Si je vends des titres, depuis 2018, il y a ce qu'on appelle la flat tax, qui est aussi à 30%, donc on voit que c'est à peu près la même chose. Éventuellement, j'ai la possibilité d'opter pour l'IR, l'imposition revenus personnes physiques, et avec effectivement ce qu'on appelle les prélèvements sociaux qui sont aujourd'hui de 17,2 et qui ont légèrement augmenté depuis début 2018. Voilà. Alors aujourd'hui,
Ce qui est important, effectivement, que vous reteniez, c'est que c'est vrai que c'est un élément déterminant. On pourrait faire une webconférence exclusivement sur l'aspect fiscal. C'est pas l'objet ce matin, mais j'en serais incapable de le faire d'ailleurs, hein. Il faudrait que ce soit un avocat, un spécialiste du sujet. Par contre, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a tout un bataillon, hein, d'exonération partielle ou totale en matière d'exonération de plus-value, hein. Et aujourd'hui, assez couramment, un certain nombre de dirigeants peuvent vendre des entreprises et ne pas avoir de plus-value à payer. Voilà, notamment pour des cédants qui effectivement prennent leur retraite aujourd'hui, il y a un certain nombre de facilités, hein, de facilités tout à fait intéressantes qui existent. Bon, par contre, il faut effectivement la rentrer dans le dossier, il faut regarder, je dirais, au cas par cas. Diagnostiquer l'entreprise en 5 points. Il y a l'humain, bien évidemment. On regarde, je dirais, les compétences de l'entreprise, on regarde le savoir-faire. Est-ce que l'entreprise a un savoir-faire spécifique, le savoir-faire du personnel, la pyramide des âges, c'est-à-dire que si bon, mon entreprise est à reprendre, j'ai 2 salariés, et je sais que de toute façon ils vont partir à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Bon, ça peut poser effectivement un certain nombre de questions. Donc on regarde beaucoup ces éléments-là. C'est vraiment un élément déterminant dans la valeur de l'entreprise. Et là, on a beau regarder dans le bilan, dans le compte de résultats, ce sont des informations qu'on ne voit pas, qu'il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de l'entreprise. Le commercial, donc les clients, qui sont-ils? Comment est réparti le portefeuille client? Y a-t-il effectivement de la dépendance vis-à-vis effectivement de certains clients, hein? Bon, tout ça sont des choses qui sont très très importantes. Et plus effectivement il y a un niveau de dépendance forte vis-à-vis d'un client, d'un fournisseur, et moins l'entreprise potentiellement a de la valeur, bien sûr. La qualité du carnet de commandes, et aussi le volume du carnet de commandes. La récurrence aussi, ce qu'on appelle la récurrence de chiffre d'affaires, la récurrence de clientèle. On regarde bien évidemment aussi l'aspect technique, c'est-à-dire en fait la qualité de l'outil de travail. Y a-t-il eu des investissements? Depuis quand? Est-ce qu'il y a des frais de maintenance importants? Est-ce qu'il y a des investissements à renouveler à 2 ans, à 3 ans, à 5 ans? Il faut bien évidemment l'intégrer dans une étude prévisionnelle derrière. Bon voilà, ça fait partie des choses qui doivent être regardées de près et qu'on ne peut pas voir dans un bilan. Le juridique, donc les contrats, tous les contrats qui vous lient avec des partenaires, qui vous lient avec des propriétaires, donc le bail, de savoir s'il y a des licences, des brevets, bien évidemment, tout cet aspect-là est absolument essentiel et regardé à la loupe au moment de la négociation, et on fait d'ailleurs en général avec l'appui de conseillers et notamment d'avocats. Et le financier, donc on regarde bien sûr, hein, il y a aussi le bilan, hein, le bilan ne suffit pas à lui-même, à lui tout seul si j'ose dire, mais il faut aller chercher quand même les informations dans le bilan. Donc on regarde le chiffre d'affaires, la rentabilité, etc., etc. Ce qui est facile à comprendre. Alors, l'approche de la valeur, on va juste ne faire que d'approcher le sujet. C'est toujours une question un petit peu épineuse, hein. Voilà, je vous ai mis quelques éléments de référence. Il me semblait intéressant de le faire. Donc, vous avez toujours à gauche la fonds de commerce. Donc, en général, on prend en compte le chiffre d'affaires, hein, ce qu'on peut effectivement comprendre. Bon, on s'aperçoit que c'est de moins en moins le cas quand même, hein, parce que le chiffre d'affaires est de moins en moins retenu et surtout est de moins en moins pertinent. Comment évaluer un fonds de commerce quand on a un chiffre d'affaires important et pas de rentabilité, hein? Et là, c'est très très difficile à faire. Donc, ce qu'on regarde de plus en plus, c'est bien sûr la rentabilité, c'est-à-dire qu'est-ce que dégage l'entreprise, quel est véritablement son résultat économique à travers un indicateur, hein, qui est l'excédent brut d'exploitation. Voilà, et en général, c'est un multiple, hein, d'un excédent brut d'exploitation. Voilà. Et la méthode empirique aujourd'hui, qui est une méthode extrêmement importante et qui prend effectivement le pas sur toutes les autres, on y viendra juste après, c'est le slide qui suit. Je vous ai mis quelques éléments de référence aussi pour des opérations de titre, hein. Voilà, bon, là aussi, ne prenez pas les éléments au pied de la lettre, ça dépend de la structure, ça dépend de l'entreprise, il y a effectivement beaucoup de paramètres qui sont pris en considération. Bon, voilà, j'ai mis effectivement quelques éléments de référence quand même. 2 fois les fonds propres, 6 fois résultat net moyen retraité plus la trésorerie nette, 4 fois le BE plus la trésorerie nette. Voilà, qui sont effectivement quelques éléments. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, enfin, on prend à la fois des éléments relatifs à la structure financière, donc aux fonds propres, mais aussi à la profitabilité, à la rentabilité de l'entreprise. Alors, c'est soit le résultat net, soit le BE. Voilà. Et en général, voilà, il n'y a pas qu'une seule méthode usuelle. On essaye de mixer les différentes méthodes pour arriver à la valeur, je dirais, la plus juste, hein, la plus juste possible.
Alors, la méthode empirique, moi, c'est celle que je personnellement je préfère. Bon, je suis pas le seul, hein, j'en échange souvent avec des professionnels aussi du sujet. C'est la méthode empirique, c'est de se mettre à la place du repreneur et du banquier. Hein, donc la méthode est toute simple, hein, est absolument infaillible, hein, et je dirais est aussi très pratique. Donc l'entreprise vaut ce qu'un repreneur peut financer si c'est une personne physique. Imaginez par exemple un repreneur avec un apport personnel, un apport maximum de 100 000 euros. L'entreprise fait un résultat net de 50 000 euros. Donc, ce qu'on a en général, la dernière ligne en bas du compte de résultat, on sait qu'en général, en langage de banquier, on peut utiliser à peu près 70% utilisable pour rembourser l'emprunt d'acquisition, parce que bien évidemment, on vient rajouter, par rapport à votre entreprise, on vient rajouter une dette de reprise, qui est en quelque sorte une dette improductive. Donc on affecte 70% du résultat, en général c'est la moyenne. Donc voilà, si l'entreprise fait 50 000 euros de résultat, on peut aller chercher une dette d'acquisition. En général c'est 7 ans sur un projet de reprise, on peut aller chercher une dette de 245 000 euros. Donc à partir du moment où, l'apport personnel est de 100 000, si vous faites 100 000 plus 245 000, on a un prix envisageable de 345 000. C'est-à-dire qu'au-delà d'un prix de 345 000 euros, on met l'entreprise un peu en péril. C'est-à-dire que la viabilité effectivement du projet de reprise n'est pas véritablement avérée. Voilà. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu la méthode du repreneur. C'est aussi vrai que c'est surtout effectivement la méthode du banquier, mais en tout état de cause, hein, c'est au final le banquier qui lui finance ou ne finance pas effectivement le projet, hein, et c'est principalement, je dirais, la méthode, hein, souvent qui est privilégiée sur toutes les autres, hein, parce que les autres méthodes sont plus, je dirais, plus théoriques. Voilà. On a une deuxième question qu'on souhaitait aussi vous poser. Merci Yannick. Cette fois-ci, on est bien synchro. Quel est le niveau d'apport exigé pour un candidat de reprise? Pour un candidat à la reprise, est-ce que c'est inférieur à 30%? Est-ce que c'est entre 30 et 50%? Est-ce que c'est supérieur à 50%? C'est souvent une question qu'on nous pose. C'est une question importante parce que c'est aussi l'élément déterminant qui fera qu'un projet où l'entreprise pourra être vendue ou malheureusement ne pourra ne pas être vendue. Donc on voyait, on a à 80% entre 30 et 50%. Bon, donc c'est plutôt, je dirais, c'est plutôt la bonne réponse. Alors, c'est possible hein, de descendre en dessous de 30%, mais il faudrait que la profitabilité de l'entreprise, donc il faudrait que le résultat net généré par l'entreprise soit très très important pour effectivement y rajouter une dette importante. Voilà, mais plus généralement quand même, voilà, l'apport personnel, idéalement 30%. Si vous avez, bon, si votre repreneur a 30% sur le prix de cession affiché, bon, bah écoutez, là ça permet effectivement de commencer la négociation et d'aller beaucoup plus loin et d'aller plus dans l'approfondissement effectivement du dossier. S'il y a 50%, c'est idéal. Hein. Maintenant, on dit il faut pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà. Mais donc bravo à vous, c'était plutôt une bonne réponse. On continue notre déroulé. Les éléments qui font la valeur. Juste là aussi, bon, on va les passer très très vite en revue, puisque je vois que le temps tourne. Bon, d'abord, il faut une localisation attractive, bien évidemment. Si notre entreprise est localisée dans une zone d'activité ou avec une certaine dynamique autour, un certain environnement, bon, c'est plus favorable hein, à la cession. Il faut qu'il y ait un marché en développement, bien évidemment. Tout ça va sous le sens, si j'ose dire. Il faut véritablement un avantage concurrentiel. Hein. Si vous avez un avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents, c'est plutôt positif. Il faut de la récurrence de chiffre d'affaires. Donc, plus vous avez une clientèle fidèle, plus vous avez une forme de récurrence de chiffre d'affaires, hein, et plus ça va intéresser les repreneurs. Bon, je sais que ce n'est pas le cas dans le commerce, bien évidemment, puisque là, il y a un facteur aléatoire, hein, mais effectivement, sur d'autres secteurs d'activité, c'est parfois le cas. La qualité du carnet de commandes, hein, le volume et surtout aussi la qualité hein, du carnet de commandes que vous allez donc récupérer, notamment si vous reprenez, si vous passez par une opération, enfin si vous passez, en tout cas si c'est une opération de reprise de titre. La qualité de l'outil de travail, on l'a évoqué, la qualité du portefeuille diversifié. Plus on a un portefeuille diversifié en termes de clientèle, et plus bien évidemment ce sont des points positifs. La faible dépendance vis-à-vis du vendeur, ça c'est absolument essentiel. Pensez-y, hein, c'est quelque chose qui est déterminant. La capacité à rajouter de la dette.
hein. Donc ça, c'est lié à la profitabilité actuelle de la structure, bien sûr, hein, et puis des salariés jeunes formés et impliqués, on l'a évoqué. Il faut, une fois qu'on a, voilà, un peu les éléments, je dirais les éléments principaux, voilà, il faut constituer un dossier, bah, je dirais, qui permette de présenter, présenter votre structure, en tout cas dans ses principales composantes. Donc c'est très important parce que ça facilite la négociation, notamment si vous avez des contacts avec des repreneurs, hein, avant même parfois de les recevoir, vous pouvez leur envoyer le dossier, ce qui leur permet effectivement de regarder les choses et puis voilà, et de venir vous voir que si véritablement il y a un intérêt, plutôt que de perdre du temps, si j'ose dire, hein, notamment quand vous êtes en négociation directe avec un repreneur, sauf si vous passez par un cabinet de transmission, bien évidemment, c'est aussi tout l'intérêt, hein, d'un cabinet de transmission. Donc soit c'est vous qui pouvez le faire, hein, pourquoi pas, nous on peut aussi vous y aider sur ce sujet-là, et parfois ce dossier est pris en charge par un cabinet de transmission, c'est aussi son rôle. Voilà, donc il faut valoriser bien évidemment, il ne s'agit pas d'habiller la mariée, hein, voilà, il s'agit d'être objectif, mais de valoriser bien évidemment des points forts, pourquoi pas d'identifier des points d'amélioration, des pistes de progrès possibles pour le repreneur, c'est intéressant, des éléments explicatifs sur la valeur. Donc là aussi, ce qui est important, c'est de dire quelle est la méthode que vous avez utilisée pour effectivement définir la valeur. Ça, c'est à mon avis capital. Vous puissiez un petit peu objectiver, justifier la valeur, et ce qui vous évitera d'ailleurs, hein, d'avoir des discussions parfois de marchands de tapis avec des repreneurs ou des négociations âpres et difficiles et qui parfois n'ont absolument aucun sens. Donc voilà, mon entreprise a été évaluée sur telle valeur, hein, j'ai pris en considération tel facteur, tel indicateur qui me permettent de dire que la valeur est aujourd'hui 2. Voilà, hein, c'est l'idéal en tout cas. Quel est le profil de repreneur exigé? Est-ce que c'est plutôt un profil de gestionnaire? Est-ce que c'est plutôt un profil de technicien? On a vu qu'effectivement c'était très, très différent, hein, et puis rarement les deux, d'ailleurs c'est plus difficile à trouver. Voilà, donc est-ce que c'est plutôt un couple? Est-ce que c'est une personne seule? Est-ce qu'il faut des compétences particulières? Est-ce que, bon, voilà, hein, ça va sous le sens, si j'ose dire. Voilà, et les contraintes liées à l'apport, bien évidemment, bon, vous pouvez très bien exiger une nécessité de disposer d'un apport de 30%, c'est tout à fait envisageable, hein. La communication autour du projet. Donc une fois que, bah, écoutez, j'ai respecté ces 4 étapes, bon, il faut bien évidemment faire savoir à un moment donné que l'entreprise est à vendre. C'est toujours un moment un petit peu difficile aussi, notamment, hein, on le disait tout à l'heure sur le marché de la PME, parce que c'est un marché souterrain et que c'est difficile, hein, on va pas clamer haut et fort que l'entreprise est à vendre, hein, parce que bon, c'est ça, ça ne se fait pas de cette manière-là. Donc en général, d'ailleurs, c'est aussi tout l'intérêt d'un cabinet, je dirais d'un cabinet de transmission qui pourra vous garantir, hein, c'est cette confidentialité, cette confidentialité. Voilà. Bon, notamment quand même, hein, ce qui me semble intéressant, c'est effectivement à votre niveau d'avoir une réflexion à un moment donné sur qui est le repreneur potentiel. Est-ce que ça peut être la famille? C'est très important. Hein, est-ce que c'est quelqu'un de l'entourage? Est-ce que c'est quelqu'un en interne de l'entreprise, un salarié ou peut-être plusieurs salariés? Ce sont des opérations qui se font le plus en plus souvent. D'ailleurs, les banquiers regardent ça plutôt d'un bon œil, hein, à partir du moment parce qu'il y a une certaine continuité d'activité quand c'est la famille ou quand c'est, je dirais, quelqu'un qui est déjà immergé dans l'entreprise et qui n'arrive pas ex nihilo, si j'ose dire. Voilà, vos relations professionnelles, pensez-y, pourquoi pas, ça peut être des clients, des fournisseurs avec qui on peut en parler aussi, bon, en toute confidentialité, notamment à des personnes, je dirais, de confiance, il y en a forcément autour de vous. L'intermédiaire d'un mandataire, il y en a beaucoup dans le Morbihan, il y a des gens spécialisés dans la session PME, il y a des gens qui sont spécialisés dans la session commerce. Bon, on peut nous d'ailleurs vous indiquer quels sont les différents intervenants sur ce marché-là que l'on connaît et que l'on rencontre régulièrement. Voilà. Et enfin, et c'est notre petite moment de pub, il y a aussi la CCI quand même, hein, puisque nous disposons d'un site qui s'appelle Reprendre en Bretagne aujourd'hui, et qui est à disposition des cédants, qui est une bourse, on va dire, dont l'objectif est de faire rencontrer acheteurs et vendeurs. Donc, vous avez la possibilité de déposer directement, soit par nous, d'ailleurs, vous pouvez m'appeler pour le faire, ou soit, pourquoi pas, directement, hein, déposer directement votre annonce, votre offre sur le site
reprendre en Bretagne, hein, c'est relativement facile à faire. Voilà. Hein, et dès que nous, on a des contacts d'ailleurs avec des repreneurs, on les renvoie sur Reprendre en Bretagne. Donc j'ai aujourd'hui un peu, on va dire, un site de référence au niveau breton en matière de cession d'entreprise. Voilà. Et le site vous garantit bien évidemment la confidentialité la plus totale parce qu'on sait que c'est toujours, hein, une exigence imposée de la part des cédants que vous êtes. Voilà, bon, on l'a évoqué sur la recherche de repreneurs, voilà, pensez-y, privilégiez l'approche directe ou pourquoi pas via des cabinets ou des annonces, et notamment, je dirais notamment Reprendre en Bretagne. Voilà, on va finir, hein, sur les éléments de procédure et puis c'est bien comme ça, on va se garder un petit peu de temps aussi pour les questions et je crois que les questions ne manquent pas. Hein. Yannick est en train de me faire signe. Alors, concernant effectivement les aspects de procédure, une fois que bien évidemment j'ai identifié un repreneur, hein, et que voilà, il y a effectivement des éléments de procédure, donc c'est les aspects juridiques, hein, qui sont absolument incontournables. Donc là aussi, j'ai aussi fait la différence entre une cession de fonds et une cession de titres. Hein, on va commencer par la cession de fonds. Donc si je suis dans le cadre d'une opération de cession de fonds, bah, écoutez, c'est pas très éloigné d'ailleurs la vente d'une maison. Hein, c'est de manière assez classique. Hein, donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur les termes principaux, je dirais, de l'opération, et ben, en général, on passe par un compromis, ce qu'on appelle un compromis de vente, hein, comme pour une maison, donc avec bien évidemment un certain nombre de conditions suspensives, hein, liées la plupart du temps, enfin systématiquement d'ailleurs, liées au financement, mais liées aussi à d'autres conditions, hein, respect des normes, hein, transmission des informations, de la comptabilité 2017, enfin voilà, hein, on peut avoir effectivement des différentes conditions suspensives, ce qui laisse effectivement le temps au repreneur, bien évidemment, de constituer son dossier, de négocier avec la banque, de trouver des accords bancaires qui parfois peuvent être relativement longs, hein, 2 mois, 3 mois, et in fine, hein, la fin de l'opération, la matérialisation de l'opération, l'acte définitif, si j'ose dire, c'est l'acte de cession. Tout ça se fait devant notaire. Hein, systématiquement, l'acte de cession, très souvent devant notaire. Hein, il n'y a pas d'obligation formelle, les compromis peuvent se faire sous seing privé avec éventuellement un avocat, mais comme ce sont des éléments de procédure, on vous recommande systématiquement de vous faire accompagner par un notaire. Bon, dans beaucoup d'opérations, d'ailleurs, c'est souvent le notaire du cédant. Voilà, mais hein, ce sont des opérations qui sont des opérations à caractère juridique, hein, fait sous contrôle, je dirais, de notaire ou avocat. Voilà. Pour des opérations de cession de titres, un petit peu plus compliquées. Donc, dans un premier temps, en général, une lettre d'intention, hein, qui permet effectivement à chacune des parties prenantes, donc cédant et vendeur, de bien préciser, je dirais, les termes de l'opération. Donc, ce qu'on appelle effectivement une lettre d'intention qui fixe les conditions, hein, générales et les termes de la vente. Donc voilà, hein, donc c'est un courrier qui permet, justement de formaliser l'intention du repreneur et qui permet surtout au cédant aussi de se protéger et puis voilà, de lui ouvrir, hein, certaines informations confidentielles et pour aller plus loin dans la négociation. Voilà, on appelle ça une lettre d'intention systématiquement avec un avocat. Hein, c'est une recommandation très, très forte aussi à faire sur le sujet. Deuxième temps, ce qu'on appelle un protocole de cession, c'est un peu l'équivalent du compromis. Donc là, c'est véritablement l'acte et l'engagement, je dirais, de la cession, qui prévoit effectivement tous les termes de l'opération, pendant lesquels, en général, se réalise un certain nombre d'analyses et parfois d'audits. Hein, ce qu'on appelle effectivement les audits de compte de l'entreprise. Voilà, hein, ce sont des opérations, là, on est vraiment aussi, hein, je dirais, sur des choses qui sont négociées, bien évidemment, par un avocat. Et après, c'est l'acte de cession définitif aussi, acte de cession ou closing. Alors, juste un tout petit mot avant de passer aux questions. J'ai encore deux slides à vous montrer.
Focus sur les garanties de passifs. Donc, les garanties de passifs, très important. Alors, ne concernent effectivement que des opérations de cession de titres, hein, ne concernent pas des opérations de cession de fonds de commerce. Donc, permet effectivement de garantir le cessionnaire, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire le repreneur, hein, de variation, diminution, effectivement, d'augmentation de valeur de passifs et diminution d'actifs, si vous voulez. Donc, l'exemple qui est souvent donné sur le sujet, imaginez que bon, moi je suis repreneur, je reprenne votre entreprise, on est le 1er mars par exemple, et puis le 3 mars, bon, il y a un contrôle d'URSSAF par exemple, hein, bon, et puis l'URSSAF nous réclame des pénalités à hauteur de 10 000 euros. Bon, ce sont des éléments qui sont effectivement pas de mon fait, qui sont antérieurs bien évidemment à l'acte de cession, hein, qui sont donc de la responsabilité effectivement du cédant et non pas du repreneur. Donc voilà, ce type de garantie-là permet de se protéger contre ce type de risque. Donc le cédant doit véritablement certifier, garantir la qualité du passif et la valeur véritablement du passif, hein. Et si tel n'est pas le cas, le repreneur a la capacité effectivement de se retourner, hein, bien évidemment, contre le cédant. Voilà. En général, ça dure entre 2 et 5 ans, enfin plus souvent entre 3 et 5 ans. C'est les délais de reprise de l'administration fiscale et sociale, ce qui peut sembler normal. Il y a un impact sur le prix, c'est-à-dire qu'en général, ça fait l'objet de discussions approfondies, hein, au-delà du prix lui-même, hein, on négocie la valeur, on négocie les termes effectivement de la garantie. Voilà, donc hein, c'est des opérations hein, souvent d'ailleurs assez délicates, hein. C'est un moment un peu délicat entre cédant et repreneur. Voilà. Et puis ce qu'on appelle la garantie de la garantie, hein, c'est-à-dire qu'en fait, hein, il faut aussi, le repreneur voudra se prémunir contre un risque d'insolvabilité effectivement du vendeur, donc il devra soit mettre cet argent-là hein, sur un compte séquestre ou utiliser un instrument, un nantissement sur un instrument financier, une assurance ou autre. Voilà. Donc ce qu'il voudra, lui, le repreneur, c'est d'avoir la certitude de pouvoir être payé si problème il y a. Voilà. On appelle ça la garantie de la garantie. Le passage de témoin entre cédant et repreneur, aussi long que nécessaire, aussi court que possible. Donc il y a forcément un passage de témoin. En général, il est entre 3 et 6 mois, rarement plus, parce que c'est pas forcément très très simple, ça dure effectivement très longtemps. Rares sont les fois où ça dépasse les 6 mois, c'est envisageable, mais en général, on privilégie, tous les conseillers privilégient plutôt à partir du moment où l'entreprise est vendue, hein. C'est aussi une façon effectivement de permettre aux repreneurs de s'installer véritablement dans l'entreprise, hein. On est plutôt sur des périodes entre 3 et 6 mois. Voilà. Avec une petite disposition au passage, c'est qu'il y a une nécessité, là vous pourrez voir ça avec vos conseils aussi, une nécessité d'en informer les salariés. C'était dans le cadre de la loi Hamon, là, depuis quelques temps maintenant, une obligation, je dirais 2 mois avant la session d'en informer obligatoirement, je dirais, les salariés. C'était maintenant une nécessité. Voilà. L'accompagnement vers les cédants, donc au niveau de la chambre, et ce sera mon dernier document, et puis on va garder un tout petit peu de temps pour les questions. Donc l'accompagnement de la CCI vers les cédants, donc des conseils personnalisés et confidentiels, notamment au moment de la phase de préparation, vous l'avez compris, donc on peut vous aider à commencer à faire le tri, avoir les premiers niveaux d'information, à travailler sur un plan de session, à regarder effectivement un peu le cadre fiscal dans lequel l'opération s'inscrit, et vous formuler un certain nombre de recommandations à caractère très, très opérationnel. Donc ça fait partie je dirais, de notre travail. La seul moment auquel on s'arrête, c'est l'évaluation. Nous ne faisons pas à proprement parler d'évaluation. On peut vous donner quelques éléments quand même sur le sujet, mais en général, on laisse les experts comptables intervenir sur l'évaluation en tant que telle. On peut là aussi vous mettre en relation avec des professionnels en tout genre. On connaît, je connais hein, les cabinets de transmission aujourd'hui hein, sur le territoire. Donc on peut effectivement, en fonction de l'activité, vous formuler, hein, vous renvoyer vers des cabinets peut-être plus spécialisés ou éventuellement vous en parler, ou effectivement aussi des experts comptables ou des notaires. On organise régulièrement des consultations, hein, à la chambre sur ce sujet-là. La bourse des entreprises, on l'a évoqué, reprendre en Bretagne, c'est quand même un outil, un peu notre outil porte-drapeau.
qui aujourd'hui fonctionne bien. Donc moi, je n'ai qu'une recommandation à vous faire, c'est de déposer votre offre sur Reprendre en Bretagne. Et voilà enfin les quelques rendez-vous à venir sur le sujet de la création et transmission, notamment sur la question du financement. Hein, le 6 avril, on vous propose un rendez-vous, un autre rendez-vous, les clés voilà, du prévisionnel et enfin le crowdfunding. Voilà, les quelques rendez-vous à venir. Voilà, j'en ai terminé, je m'arrête là. On va essayer de prendre quelques questions. Si je peux y répondre, est-ce que Yannick, on a quelques éléments de questions qui te semblent intéressantes? Je vais être obligé de mettre les lunettes parce que sinon je ne vais pas pouvoir, hein. Alors, droit d'information au préalable, bon, ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore comme comment évaluer le montant de la garantie de passif? Alors, on ne peut pas véritablement l'évaluer, hein. Il n'y a pas de montant, je dirais, tout fait. Ça fait l'objet de discussion. Ça se discute, hein. Ça peut aller au maximum, je dirais, jusqu'à la valeur de l'entreprise. Ça ne peut pas aller au-delà, bien évidemment. Maintenant, c'est rarement le cas, si vous voulez. Ça fait toujours l'objet d'une discussion âpre, là encore, entre les parties prenantes. Bon, c'est une partie effectivement de l'opération, hein, une partie de la valeur. Le cédant fera bien évidemment, vous ferez tout, hein, pour en limiter l'impact. Et c'est le jeu habituel de la négociation, y compris en termes de délai, hein. Bon, par contre, effectivement, le repreneur, lui, souhaitera se couvrir, bien évidemment, en fonction des facteurs de risque, en fonction du diagnostic de l'entreprise. Voilà. Et tout ça est très important parce qu'il peut aussi impacter la valeur. C'est-à-dire que si on a effectivement une garantie de passif qui est impactant, qui est important, voilà, on peut effectivement, du coup, notamment si votre repreneur est exigeant, on peut effectivement en contrepartie, à un moment donné, lui opposer une augmentation, je dirais, une augmentation du prix. Oui, Yannick. J'espère avoir répondu à la question. Y a-t-il une question? Oui, donc ça c'est bon, j'y ai répondu, j'espère en tout cas. J'espère. Est-ce que alors, peut-on se passer de la lettre d'intention et aller directement alors, tout est possible, si vous voulez, hein. On peut tout imaginer. Maintenant, je pense que la lettre d'intention est importante quand même, parce que, bon, à la fois pour vous, si vous êtes repreneur ou cédant, je pense elle va clarifier la situation pour tout le monde. Ça va permettre au repreneur de bien montrer sa détermination à acheter, hein, et puis ça va permettre surtout aux cédants que vous êtes de vous rassurer, hein, par rapport aux intentions effectivement du repreneur. Et bon, avant d'aller plus loin dans la négociation et puis d'ouvrir, ben, écoutez, vos comptes, d'ouvrir, voilà, de mettre à sa disposition des informations à caractère confidentiel, notamment sur la clientèle, sur la répartition du portefeuille, savoir effectivement qui sont les clients, qui sont les bons clients, qui sont les fournisseurs. Bon, il aura besoin de savoir effectivement quelles sont véritablement vos intentions. Donc moi, je pense, hein, avant même d'arriver au protocole, je pense que la lettre d'intention est nécessaire et il faut effectivement que vous la recommandiez. Oui, Yannick? Je vais prendre une autre question. Ensuite, la lettre doit-elle systématiquement être prévue par un avocat ou simplement être faite entre les deux parties? Prenez un avocat, hein. Prenez un avocat. Bon, c'est quand même très engageant la lettre d'intention. Alors, c'est pas un acte à proprement parler, hein, mais néanmoins, effectivement, c'est quand même assez engageant puisque l'une des deux parties peut demander des dommages et intérêts et peut éventuellement vous assigner si à un moment donné la lettre d'intention était mal rédigée ou si un des termes effectivement pose problème. Donc moi, je n'ai qu'une recommandation à vous faire, c'est de passer par un avocat. Alors effectivement, du coup, ça génère un coût, hein, mais bon, il y a des frais qui sont parfois effectivement nécessaires et qui permettent surtout parfois d'éviter le pire. Oui, vas-y Yannick. Le coût des honoraires. Alors le coût des honoraires, je me doutais bien que la question serait posée. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. J'ai peut-être pas été suffisamment
pas est suffisamment clair. Bon, il y a des frais d'honoraires pour le cédant et des frais d'honoraires pour le repreneur, bien évidemment. En général, d'ailleurs, bon, alors tout dépend de la taille de l'opération, mais le repreneur a son équipe autour de lui, expert comptable, avocat, et puis le cédant aussi. Donc, bah, il faut faire face aux frais bien évidemment de l'expert comptable qui va peut-être faire l'évaluation. Il va pas falloir faire, bon, s'il y a des audits, bon, voilà, donc ils peuvent être significatifs, il faut effectivement l'intégrer. Tout dépend des opérations. C'est un peu difficile de répondre effectivement, je dirais, de cette manière-là, hein, quand même, pour un cédant, hein, parce que les repreneurs, c'est autre chose. Puis il y a des droits des droits d'enregistrement à payer en plus qui viennent se rajouter pour un cédant, hein, parce que c'est surtout les cédants qui nous intéressent aujourd'hui. Bon, il y a l'évaluation qu'il faut financer, entre 1 000 et 3 000 euros. 2, il y a effectivement, si c'est une opération de cession de titre, il va falloir effectivement que je m'appuie sur un avocat pour m'aider à négocier les garanties d'actifs et de passifs. Donc il faut effectivement qu'il y ait un avocat qui représente mes intérêts personnels. Donc là, c'est quelques milliers d'euros supplémentaires. Là, je ne peux pas vous donner de montant, je le regrette, mais je ne peux pas vous donner de montant, hein. Là, tout dépend effectivement de la taille de l'opération, hein. Mais en tout état de cause, adressez-vous à votre avocat, il vous proposera une lettre de mission, hein, sur le sujet, ce qui vous permettra effectivement de bien définir la valeur et le montant. Si vous appuyez sur un cabinet de transmission, en général, il peut y avoir effectivement des frais à payer. Alors, chacun a des pratiques effectivement différentes. Voyez avec eux, hein. Parfois, il y a des mandats acheteurs, parfois, il y a des mandats vendeurs. Si c'est une PME, c'est plutôt des mandats acheteurs, donc c'est plutôt à la charge effectivement du cédant. À l'inverse, pour des opérations commerce, c'est plutôt des mandats vendeurs, donc c'est plutôt effectivement le repreneur, hein, qui assume effectivement la charge de tout ça. Voilà. Bon, donc ça reste effectivement, j'ai bien conscience, je ne peux pas vous faire une réponse toute faite sur le sujet. Il faut l'intégrer en tout état de cause dans votre opération. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait effectivement des frais de conseil. Ils sont absolument incontournables. Calcul de la plus-value. Ah, ça, je redoutais cette question. Ce sera la dernière. On l'a évoqué tout à l'heure. Effectivement, la plus-value est un aspect très important, notamment si là ça concerne que les cédants. Donc, euh, si je vends mon entreprise, je vais donc effectivement payer, je dirais payer de la plus-value, hein. Alors, la plus-value, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, pour simplifier. La plus-value aujourd'hui, notamment pour des opérations de cession de titres, hein, il y a la fameuse flat tax là, depuis le 1er janvier 2018, donc c'est 30%. Voilà. Alors, c'est soit la flat tax, soit une imposition à l'IR. C'est un petit peu compliqué, ça nous renvoie à des choses un peu plus difficiles à appréhender. Donc c'est vraiment du cas par cas. Mais globalement, effectivement, la plus-value à payer est de 30% pour des opérations de cession de titres si j'opte effectivement pour le prélèvement forfaitaire unique, dite flat tax. Par contre, ce qui est très très important aujourd'hui, au-delà de ce montant de plus-value, c'est qu'il y a tout un bataillon, hein, d'exonération en matière de plus-value, notamment si je pars à la retraite, hein. Il y a des abattements qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros. Hein. Donc aujourd'hui, beaucoup de cédants, même sur des valeurs de cession relativement importantes, ne payent aucune plus-value. Alors, vous dire dans quelle situation vous vous situez, vous êtes, je ne suis pas capable de le faire. Là, c'est vraiment du cas par cas. Donc on regarde la situation, on regarde la valeur, on regarde votre situation et à partir de là, on essaye de définir fiscalement quel est le meilleur cadre, hein, et combien sera la plus-value. C'est une question absolument essentielle à prendre en considération au moment du plan de cession. Voilà. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur le sujet ce matin. Voilà, on a légèrement dépassé l'horaire. Veuillez nous en excuser. Hein, on espère simplement avoir été clair pendant cette heure passée ensemble. Vous l'avez compris, au-delà de cette conférence, on assure aussi le service après-vente, donc il ne faut pas hésiter à appeler la chambre de commerce et à demander à parler à Yves Lemercier.
En tout état de cause, bon, si cette web conférence là vous intéresse, vous pourrez effectivement la regarder, elle sera téléchargeable directement sur notre site, hein, mais vous allez aussi recevoir, hein, en tant que participant, un mail avec le lien qui vous permettra effectivement de pouvoir revisionner cette web conférence si vous le souhaitez. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, elles sont très nombreuses. On se propose, hein, de répondre à vos questions. On le fera dans les quelques jours qui vont suivre ce rendez-vous. Donc, on essaiera de répondre à toutes les questions, hein, pas de souci. En tout cas, si j'ai les compétences techniques, hein, pour pouvoir le faire, mais on ne laissera pas de questions sans réponse. Donc, voilà, on assurera le suivi derrière. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Merci à Yannick, à la technique. Et je vous dis merci et à très bientôt, pourquoi pas, sur un prochain webinaire. Au revoir à tous.